Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un cours, une présentation sur le sommeil, ses mécanismes, ses fonctions et ses modifications au cours du vieillissement. Et je vais également vous parler d'un trouble du sommeil qui est particulièrement pertinent aux aînés, à savoir donc l'insomnie chronique. Et je vous donnerai quelques éléments aussi sur comment y faire face, en particulier sans l'utilisation de médicaments. Alors, je vais maintenant, à présent, vous partager la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Voilà. Donc, cette présentation qui est intitulée «Le sommeil et ses troubles au cours du vieillissement». Alors, donc le sommeil se définit par différents stades. Ces stades de sommeil correspondent à des états d'activité cérébrale très différents. On a deux grands stades de sommeil. D'une part, on a ce qu'on appelle le sommeil lent, qui consiste en fait qui constitue en fait 75% de notre temps de sommeil total. Et ce sommeil-là comprend en fait des activités définies par des activités cérébrales qui sont bien particulières lorsqu'on enregistre grâce à l'électroencéphalogramme. On enregistre des activités qui se reflètent par des ondes, des oscillations qui reflètent en fait l'activité synchrone de neurones. Et ces oscillations sont très caractéristiques. Elles reflètent, si vous voulez, le fait que les neurones déchargent en même temps à travers de nombreuses régions cérébrales. Et ceci donne lieu donc à ces oscillations que l'on peut détecter sur le scalp, sur la tête, avec des électrodes d'électroencéphalogramme. On observe notamment ce qu'on appelle les fuseaux du sommeil, ou sleep spindles en anglais, qui sont des oscillations du sommeil assez rapides qui surviennent en bouffée, qui définissent ce qu'on appelle le stade 2. Le stade 2, c'est vraiment le premier stade de sommeil stable, un stade de sommeil intermédiaire. Et lorsqu'on arrive en sommeil lent, le sommeil lent profond, qu'on appelle aussi stade 3, on a de plus en plus d'activités avec des ondes lentes qui sont de haute amplitude et de basse fréquence. Et ça correspond vraiment à notre sommeil le plus profond, au cours duquel nos neurones sont les plus synchronisés. Ceci contraste avec l'éveil, dans lequel on a des activités rapides qui correspondent au fait que de nombreuses régions du cerveau sont actives en même temps. Et le stade 1, lui, correspond juste à un stade de transition entre l'éveil et le sommeil. Il se caractérise par un petit ralentissement de l'activité cérébrale, mais sans qu'il n'y ait de changement majeur par rapport à nos rythmes cérébraux. Puis alors, on a un autre stade de sommeil qui est complètement différent, qui est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et au cours de ce sommeil paradoxal, on a en fait une activité cérébrale qui pourrait ressembler à celle qu'on observe à l'éveil. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes endormis, mais aussi nos yeux bougent de manière très particulière, effectuent ce qu'on appelle des saccades oculaires rapides. C'est-à-dire qu'ils bougent de manière saccadique, rapide, de gauche à droite et de droite à gauche. Et ceci définit ce qu'on appelle les mouvements oculaires rapides qui sont caractéristiques du sommeil paradoxal et qui s'associent aussi à ce qu'on appelle une atonie musculaire, c'est-à-dire une perte complète, presque complète du tonus musculaire. Ça veut dire que nos muscles sont paralysés lorsqu'on est dans ce stade de sommeil paradoxal. Et c'est le stade durant lequel, en fait, nos rêves sont les plus abondants et les plus vivides, c'est-à-dire les plus imagés, les plus bizarres aussi. Et ceci est important parce que c'est au cours de ce stade-là que nos muscles sont paralysés. Ceci nous empêche de justement bouger notre corps lorsque nous rêvons. Alors, ces deux grands stades de sommeil ne surviennent pas de manière anarchique lors de notre sommeil, ils surviennent de manière très organisée. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est ce qu'on appelle un hypnogramme. Et l'hypnogramme correspond à la succession entre les différents stades de sommeil au cours d'une nuit. Donc, ce que vous voyez, c'est les différents stades de sommeil qui correspondent à différents niveaux, ce niveau de ce graphique. En haut, on a l'éveil, puis on a le sommeil paradoxal, le stade 1, le stade 2, le stade 3 de sommeil lent, donc léger, intermédiaire et profond. Et on a ici en bas les heures de la nuit. Ça, c'est une nuit typique chez un sujet en santé.
Et on voit que lorsqu'on dort, on arrive d'abord en stade 1, puis en stade 2 et en stade 3, avant de remonter vers un stade de sommeil paradoxal. Et cette alternance correspond à un cycle de sommeil. Un cycle de sommeil correspond à l'alternance entre stade 1, stade 2, stade 3 et stade de sommeil paradoxal. Ce cycle correspond à, ce cycle correspond à environ, dure environ de 1 heure à 2 heures et il se répète au cours de la nuit, de telle sorte que nous avons un deuxième cycle qui va apparaître suite à ce premier cycle avec de nouveau stade 2, stade 3, puis stade de sommeil paradoxal, et ainsi de suite, un troisième cycle et un quatrième cycle. Et ce que vous voyez en fait d'assez important, c'est que au cours de ces cycles, notre sommeil profond devient de plus en plus raccourci, alors que notre sommeil paradoxal devient de plus en plus prolongé. C'est ce qui caractérise l'architecture de sommeil au cours d'une nuit et qui explique pourquoi notre sommeil de début de nuit semble plus profond, et alors que notre sommeil de fin de nuit semble davantage rempli de rêves et de rêves bizarres, de rêves particulièrement imagés. Et si on compte sur le total de la nuit, le sommeil lent correspond à peu près à 3/4 du sommeil total, la moitié du stade 2, à peu près une quinzaine de pourcents du stade 3, et le sommeil paradoxal correspond à peu près à une vingtaine de pourcents de notre temps de sommeil total. Alors, donc ceci est une autre représentation des différents rythmes au niveau de l'activité électrique cérébrale que je vous ai montré tout à l'heure, avec donc ce passage vers des ondes de plus en plus lentes en stade 2, puis des fuseaux, puis en stade 3, puis alors une remontée avec des rythmes plus rapides en sommeil paradoxal. Donc vraiment, le sommeil lent, c'est cette activité cérébrale électrique qui est synchronisée, alors que le sommeil paradoxal, c'est une activité électrique qui est mixte, mais avec des mouvements oculaires rapides et une perte du tonus musculaire. Alors pourquoi je montre ceci? C'est parce que je veux vous faire comprendre qu'il y a deux facteurs importants qu'il faut avoir toujours à l'esprit lorsqu'on essaie de comprendre la régulation entre l'éveil et le sommeil. Et d'abord, ce qu'on appelle le processus homéostatique. Ça veut dire que notre propension à nous endormir, elle s'accumule progressivement au cours de la journée, hein, comme est représenté sur cette courbe-ci, ce qu'on appelle la dette homéostatique. Et cette dette, cette accumulation de pression de sommeil, correspond à l'accumulation de substances dans nos cerveaux qui vont s'accumuler avec les heures d'éveil. Donc, en d'autres termes, plus on a d'heures éveillées, plus on va accumuler ces substances qui vont refléter la pression de sommeil et qui vont augmenter notre propension à nous endormir. Ce qui fait que plus longtemps on reste éveillé, plus importante sera notre propension à nous endormir, ce qui arrive évidemment à son maximum ici au cours de la nuit. Il y a un autre facteur aussi qui est important dans la régulation de l'alternance entre éveil et sommeil, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Et ce rythme circadien nous permet d'ancrer notre sommeil sur les variations entre le jour et la nuit. Et ceci est particulièrement important parce que ça nous permet évidemment d'avoir un rythme de sommeil qui est prépondérant au cours de la nuit. Et ce contrôle se fait sous l'effet de la lumière. La lumière du soleil, la lumière artificielle, va stimuler différentes cellules au niveau de la rétine, qui sont des cellules qui vont euh, participer à ce contrôle qu'on appelle circadien, c'est-à-dire ce contrôle des rythmes veille-sommeil au cours de la journée et de la nuit. Et ces cellules rétiniennes vont projeter sur une région de l'hypothalamus, c'est-à-dire de la base du cerveau, qu'on appelle le noyau suprachiasmatique ou SCN, suprachiasmatic nucleus, noyau suprachiasmatique, qui va véritablement être comme le chef d'orchestre de ce rythme circadien, parce que c'est de ce noyau-là que vont partir plein de projections qui vont dire au cerveau, mais aussi aux autres régions du corps, que c'est le jour ou que c'est la nuit, et qui vont donc synchroniser les activités en fonction de ce cycle jour-nuit, y compris le sommeil, avec donc aussi une propension au sommeil qui est accrue lorsque on a de l'obscurité. Et ça, c'est très important parce que ça peut avoir un impact, évidemment, aussi lorsqu'on a une moindre exposition à la lumière, et j'y reviendrai plus tard. Donc, qu'est-ce qui provoque le sommeil? Quels sont les circuits qui provoquent le sommeil? Donc, je vais être assez très, très concis là-dessus, juste pour vous rappeler ou vous expliquer qu'il y a différents noyaux, différents
différents neurones, différentes régions de neurones, amas de neurones qui vont expliquer les alternances entre l'éveil et le sommeil, la production de l'éveil et du sommeil. Ce qui va maintenir notre activation la journée, notre réveil, ça va être entre autres différents neurones situés dans des noyaux que l'on trouve au niveau de la base du cerveau, ce qu'on appelle le tronc cérébral, donc le pont, le mésencéphale, mais aussi au niveau de la région qu'on appelle l'hypothalamus, qui est située ici. Et ces neurones-là vont contenir différentes substances qui vont être actives à l'éveil, qui vont se projeter sur l'ensemble et qui vont se projeter sur l'ensemble du cerveau pour maintenir cette activation lors de l'éveil. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on dort maintenant, à partir du moment où on dort, qu'on arrive en sommeil lent, il va y avoir certaines régions du cerveau qui vont s'activer et qui vont en fait aller inhiber, qui vont aller supprimer l'activité de ces régions activatrices. Et en particulier, on a des neurones au niveau de l'hypothalamus ventrolatéral, donc ce noyau qu'on appelle VLPO notamment, qui vont aller inhiber ces neurones qui sont activateurs. Donc si vous inhibez l'activation de l'éveil, vous allez alors enclencher une sorte d'interrupteur de façon imagée qui va euh, faire en sorte que le cerveau va entrer en phase de sommeil lent. Et lorsque ce sommeil lent se produit, comme je vous le disais, vraiment ce qui caractérise le sommeil lent, c'est cet état de synchronisation neuronale où les neurones vont produire des oscillations, fuseaux et ondes lentes. Et ces oscillations-là sont le reflet en fait d'interaction entre ce qu'on appelle le thalamus et le cortex, avec des interactions de ces deux régions, qui sont des interactions réciproques, qui ont fait en sorte que les neurones dans ces deux régions vont engager dans ces oscillations synchrones. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle les rythmes thalamocorticaux qui sont constitués par les fuseaux du sommeil et les oscillations lentes. Alors, lorsqu'on entre en sommeil paradoxal, le processus est totalement différent. Et à ce niveau-là, en fait, on a une substance qui est très importante qu'on appelle l'acétylcholine. Et cette acétylcholine va être sécrétée par des neurones au niveau de la base du cerveau, au niveau d'une région qu'on appelle le pont, et qui vont se projeter sur le thalamus et sur les autres régions du cortex pour l'activer, mais d'une telle façon qu'on va voir ce sommeil paradoxal qui se produit. Et ce sommeil paradoxal se produit parce qu'il va y avoir aussi une projection en parallèle qui va se faire vers le bas, vers la moelle épinière, vers les neurones moteurs, qui vont faire en sorte que nos muscles vont être paralysés. Donc cette paralysie musculaire, ce n'est pas juste qu'on a moins d'activité, c'est aussi parce que notre cerveau nous commande d'inhiber nos muscles lors de ce stade de sommeil paradoxal, afin que cette activité neuronale se fasse sans activité motrice associée et nous permette, par exemple, d'avoir ce contenu onirique, ce contenu mental de rêve sans qu'il y ait d'action qui se produise. Donc, maintenant, ce que je vais discuter avec vous, ce sont les fonctions du sommeil. Et les fonctions du sommeil, il y en a de nombreuses qui ont été étudiées au cours des années, et c'est toujours l'objet de nombreuses études, mais schématiquement, on pense qu'il y a quatre fonctions générales au sommeil. Il y a d'abord ce qu'on appelle le rôle du sommeil dans le maintien de l'homéostasie cérébrale, de maintien de cet équilibre au niveau du milieu cérébral. Et ça se fait notamment par l'action d'un système qu'on appelle le système lymphatique qui va permettre d'éliminer les déchets du cerveau, notamment la substance bêta-amyloïde. Je vais vous en reparler tout de suite. Il y a aussi le fait que le sommeil semble en fait intervenir de manière importante dans la consolidation de la mémoire, ça veut dire que au cours du sommeil, il y a des informations, des connexions cérébrales aussi qui se forment et qui vont faire en sorte qu'on retient mieux les informations qu'on a apprises à l'éveil. Puis il va y avoir aussi toute une série de régulations de nos hormones qui sont importantes dans le contrôle du métabolisme, de l'appétit et d'autres fonctions importantes qui sont régulées par le sommeil. Et enfin, une fonction très importante, c'est celle de la modulation du système immunitaire. On sait que le sommeil est important pour favoriser la stimulation de la réponse immunitaire, notamment
pour la production de lymphocytes et d'anticorps qui vont nous aider à combattre les infections ou bien à nous immuniser contre les infections. Donc, ceci est représenté dans ce schéma. Vous voyez donc cette fonction d'homéostasie, entre guillemets, de nettoyage, où on sait qu'au cours du sommeil, on a une plus grande propension à avoir cette circulation liquide au niveau de ce qu'on appelle le système G-lymphatique, qui vont faire en sorte que ce liquide va pouvoir emporter les substances, les déchets du métabolisme cérébral, dont la protéine bêta-amyloïde qui intervient notamment dans la maladie d'Alzheimer. Et on sait qu'au cours du sommeil, ce flux est plus important et pourrait ainsi aider à l'élimination de ces déchets du métabolisme au niveau du cerveau et potentiellement peut-être prévenir l'apparition de maladies. Euh, la deuxième fonction importante, la consolidation de mémoire. On sait que lorsque l'on dort, il semble y avoir des connexions qui se forment au niveau du cerveau et des échanges d'informations entre l'hippocampe, par exemple, l'hippocampe qui est une structure importante pour apprendre de nouvelles informations, et le cortex préfrontal, ou d'autres mêmes régions du cortex, où vont être stockées ces informations pour une meilleure mémorisation à long terme. La régulation des hormones, comme je vous disais, différentes hormones ont une sécrétion qui est régulée par l'heure de la journée et de la nuit. Et une perturbation du sommeil peut perturber la sécrétion de ces hormones et entraîner des modifications d'appétit, des modifications métaboliques, plus de risque de diabète et plus de risque d'augmentation de l'appétit, par exemple, et d'obésité. Et enfin, une dernière fonction importante, c'est ce que je vous disais sur le renforcement du système immunitaire. Lorsque l'on dort, on a davantage de stimulation du système immunitaire avec plus de lymphocytes, de cellules de défense immunitaire et plus d'anticorps qui vont pouvoir être générés contre les micro-organismes, les éléments pathogènes de l'organisme qui vont provoquer des infections. Donc, le sommeil est aussi important dans, dans la guérison d'une infection et dans l'immunisation contre les futures infections. Alors, le sommeil n'est pas une période qui ne reste pas en composition de manière semblable au cours du temps. On sait que le sommeil varie avec l'âge. On sait par exemple que lorsqu'on avance dans l'âge, il y a des modifications qui se passent, mais qui se passent au niveau de certains stades de sommeil. Alors, ce que vous voyez ici, là, vous voyez les différentes années de vie. Et au-dessus, vous avez les minutes dans les différents stades de sommeil. On voit que ce qui change avec l'âge, c'est surtout cette région ici, là, qu'on appelle le sommeil SWS, Slow Wave Sleep. C'est en fait le sommeil profond, le stade 3. On voit que c'est cette durée de sommeil qui vraiment est la plus affectée avec l'âge. Et on voit que lorsqu'on atteint, par exemple, 65, 75, le sommeil en profond a tendance à se réduire. On a aussi d'autres modifications, telles qu'une diminution du sommeil paradoxal dans une moindre mesure que le sommeil en profond. Et aussi, ce qui est vraiment caractéristique, c'est une augmentation de cette période. Alors, ce qu'on appelle WASO, ça veut dire Wake After Sleep Onset, c'est donc l'éveil au cours de la nuit. Et on voit que cet éveil au cours de la nuit vraiment s'accentue avec l'âge, et c'est une caractéristique du sommeil de la personne âgée dans des conditions physiologiques. C'est un sommeil, lorsqu'on avance dans l'âge, notre sommeil va devenir naturellement plus fragmenté avec davantage de réveils la nuit. Et ça fait partie de l'évolution normale du sommeil. Donc les deux caractéristiques que je vous ai dites à retenir sont la réduction du sommeil en profond et la fragmentation du sommeil. Ce qui est aussi assez caractéristique du sommeil avec l'âge, c'est qu'on va avoir des modifications au niveau de notre rythme circadien, c'est le système qui permet de synchroniser le sommeil avec le rythme jour-nuit. Et on va avoir une tendance à avoir des avances de phase, ça veut dire des personnes âgées qui vont avoir tendance à dormir plus tôt, à se réveiller aussi plus tôt, et avoir aussi parfois davantage de sommeil au cours de la journée. C'est-à-dire, c'est vraiment cette perte de rythme veille-sommeil en fonction du cycle jour-nuit. Alors, les causes de tout ceci, il y a d'abord une altération de notre horloge biologique, de ce chef d'orchestre du rythme circadien que le noyau suprachiasmatique est devenu moins efficace. Il y a aussi une altération des circuits de maintien de la vigilance, les neurones à hypocrétine ou d'autres systèmes que je vous ai expliqué, qui maintiennent l'éveil, sont aussi altérés. Et on a aussi le fait que notre cerveau
évidemment aussi vieillit avec l'âge et le cortex vieillit aussi et donc il y a aussi, est aussi moins capable de synchroniser nos rythmes du sommeil et de produire un sommeil qui est profond. Ça, c'était un exemple classique d'un sommeil lent chez un adolescent versus un aîné de plus de 65 ans. On voit clairement que le sommeil produit des ondes lentes qui sont moins amples et ceci est en lien avec cette baisse du sommeil lent profond qui est réduite avec l'âge. Euh, Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les personnes âgées ont besoin de nécessairement moins de sommeil. Ça, c'est ce sont des recommandations sur les heures, le besoin d'heures de sommeil avec dans les différentes tranches d'âge. Vous voyez que la personne adulte d'âge moyen a un besoin qui varie en 7 à 9 heures, mais que ça peut aller parfois aussi back 6 heures ou 10 heures. Donc, cette variation dans le besoin d'heures du sommeil est importante parce que ça suit vraiment que notre besoin est très différent d'une personne à l'autre. En moyenne, les personnes ont besoin de 7 à 9 heures, les adultes, mais certaines personnes peuvent s'en sortir correctement avec 6 heures et d'autres avec 10 heures. Chez la personne âgée, ceci correspond entre 7 et 8 heures, donc il y a une légère réduction, mais ça reste quand même 7 à 8 heures de sommeil en moyenne qui sont recommandées, qui sont comme nécessaires, mais chez certaines personnes âgées, ça peut être en deçà ou bien aussi plus long. Et ça reflète vraiment ce besoin individuel. La durée de sommeil total n'est qu'une variable très superficielle. Il y a aussi c'est pas seulement la durée du sommeil qui intervient, c'est aussi la quantité de sommeil profond, la quantité de sommeil paradoxal, la quantité de sommeil non fragmenté. Donc ceci reflète ces différences interindividuelles au niveau du besoin de sommeil. Certaines personnes ayant naturellement un sommeil plus profond et probablement ont besoin de moins d'heures de sommeil. D'autres personnes ont un sommeil plus fragmenté avec probablement besoin de davantage d'heures de sommeil. Donc, il y a une variabilité. Vraiment, l'indice qui nous permet de savoir si on dort suffisamment, c'est de savoir comment on se sent la journée. Si notre sommeil, notre nombre d'heures de sommeil nous permet de rester actif et éveillé et concentré la journée de manière satisfaisante pour accomplir nos tâches et nos occupations, ça veut dire que l'on a atteint notre nombre d'heures qui est recommandé. Alors, quand est-ce qu'on parle de troubles du sommeil, maintenant, dans la deuxième partie de ma présentation, je vais vous parler plus précisément de l'insomnie, parce que l'insomnie, c'est vraiment un problème de santé important, et c'est aussi le problème de sommeil le plus important, notamment chez les personnes âgées. Alors, l'insomnie chronique, c'est quoi? L'insomnie chronique, c'est lorsque l'on a cette insomnie qui persiste au cours du temps et qui se définit par soit des difficultés à s'endormir. On parle de difficultés à s'endormir généralement lorsqu'on a besoin de plus de 30 minutes pour s'endormir, qui sont accompagnées ou pas de difficultés de maintien de sommeil. Certaines personnes n'ont que des difficultés de maintien de sommeil, d'autres ont des difficultés à s'endormir, certaines personnes ont les deux. Et on parle de difficultés de maintien de sommeil lorsqu'on éveille la nuit pendant plus que 30 minutes. Et parfois aussi ce qu'on appelle un réveil matinal précoce, c'est-à-dire un réveil qui survient 30 minutes avant l'heure de réveil souhaitée. Donc, on peut avoir une combinaison, un des trois symptômes, ou bien une combinaison de deux ou trois de symptômes qui surviennent de l'insomnie. Et cette insomnie est chronique lorsqu'elle survient au moins trois nuits par semaine en moyenne et depuis au moins 3 mois. Et le facteur le plus important, je dirais, qu'il faut retenir, c'est que on parle d'insomnie unique, d'insomnie chronique ou de troubles d'insomnie, c'est-à-dire de problèmes de sommeil uniquement si cela a un impact négatif sur le fonctionnement durant la journée, c'est-à-dire sur la vie professionnelle, la vie privée, dans le sens où la personne va avoir des problèmes, des troubles de l'humeur avec une humeur soit plus anxieuse, soit plus dépressive, une perte d'énergie ou bien une difficulté de concentration. Donc, il faut que ces problèmes de sommeil s'accompagnent de ces modifications au niveau de nos capacités physiques et mentales la journée pour qu'on puisse parler d'un problème de sommeil et d'une insomnie chronique. Et ceci, en fait, est important parce que, comme je vous ai dit, lorsqu'on avance dans l'âge, on a tendance à avoir plus de réveils la nuit, d'avoir aussi des modifications au niveau de nos rythmes circadiens qui vont faire en sorte qu'on pourra facilement avoir besoin de plus que 30 minutes pour s'endormir ou facilement avoir plus de 30 minutes de réveil au cours de la nuit. Et ceci ne veut pas nécessairement dire qu'on a de l'insomnie. On parlera uniquement d'insomnie lorsque ces plaintes auront des impacts négatifs sur notre fonctionnement de la journée. Ça, c'est très important à évidemment évaluer chez la personne âgée, vu la modification qui survient naturellement avec l'âge.
Alors, est-ce que c'est un problème fréquent, l'insomnie? Oui, c'est un problème très fréquent. On parle de 40% de la population générale qui présente des plaintes d'insomnie, mais l'insomnie chronique, on parle plutôt de 10 à 20%, environ 15% de la population qui en présente. C'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes et ça augmente avec l'âge. On parle d'un quart à peu près de personnes âgées qui présentent une insomnie qui pourrait être chronique et ceci est présent de manière assez similaire, quels que soient les pays avec toujours cette prépondérance chez les femmes et cette augmentation avec l'âge. Est-ce que c'est important au niveau de la santé? Oui, parce qu'en fait, on sait que lorsqu'on a de l'insomnie, on a plus de chances d'avoir d'autres problèmes de santé. On a par exemple plus de chances d'avoir des troubles psychiatriques tels que de l'anxiété ou de la dépression. Et, euh, et alors, est-ce que c'est une cause ou une conséquence? Est-ce que l'anxiété ou la dépression sont dues à l'insomnie ou est-ce que c'est l'anxiété et la dépression qui causent l'insomnie? Alors, c'est difficile à évaluer, hein, donc, mais on pense que c'est une relation bidirectionnelle. On pense que deux phénomènes interagissent, que les troubles de l'humeur ou l'anxiété peuvent interagir de manière bidirectionnelle avec l'insomnie. Donc, c'est vraiment une relation dans les deux sens. Et ça veut dire aussi que c'est important de pouvoir évaluer et traiter les deux composantes en même temps si on veut aboutir à de bons résultats. Outre la santé mentale, la santé physique est également affectée avec plus de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires. On parle notamment de l'infarctus du myocarde, de l'hypertension artérielle, des accidents vasculaires cérébraux, mais aussi des risques accrus d'avoir du diabète ou de l'obésité. Donc, maladies psychiatriques, cardiovasculaires et métaboliques sont associées sont associées à l'insomnie, sont plus accrues lorsqu'on a l'insomnie que lorsqu'on n'a pas d'insomnie chronique. Qu'en est-il au niveau de la mémoire, de la santé cognitive? On sait que les fonctions cognitives sont atteintes aussi dans l'insomnie, mais que ce n'est pas similaire pour toutes les fonctions cognitives. On sait que les fonctions cognitives les plus atteintes semblent être les fonctions de mémoire, en particulier la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire pour mémoriser de nouvelles informations. Certaines fonctions plus complexes, telles que la résolution de problèmes complexes, semblent être également particulièrement affectées dans l'insomnie. Alors maintenant, est-ce que ça a un impact sur notre capacité, sur notre risque d'avoir des problèmes de santé, notamment des problèmes de mémoire avec l'âge? Il semblerait que oui. Il semblerait qu'en fait que la présence d'une insomnie pourrait augmenter le risque de 2 à 3 fois de développer un problème de mémoire avec l'âge. Notamment, peut-être une augmentation aussi du risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et ceci a été et commence à être documenté dans plusieurs études qui ont été faites chez un grand nombre de personnes dans lesquelles il y a eu une évaluation du sommeil, souvent assez sommaire, mais où il semblerait que soit la durée de sommeil trop faible ou bien des plaintes pour s'endormir ou se réveiller trop la nuit semblent associées à un risque plus élevé de développer une maladie d'Alzheimer ou bien d'avoir une baisse de mémoire avec l'âge. Et enfin, lorsqu'on regarde les impacts, il y a aussi à considérer le fait que ça s'accompagne chez les personnes qui travaillent encore d'une perte de productivité au travail, de plus d'absence au travail, d'une utilisation accrue des services de santé, avec un risque aussi accru d'accidents. Et tout ceci représente en fait un certain fardeau économique qu'il ne faut pas négliger. Et une étude a estimé que au Québec, le coût économique de l'insomnie en raison de les coûts associés au niveau du travail et de la santé est d'à peu près 6,6 milliards de dollars par année. Donc, plus de 5 milliards de dollars par année sont dépensés à cause de l'insomnie. Donc, c'est quelque chose qui a certainement aussi un impact économique. Alors, pourquoi est-ce qu'on développe de l'insomnie? Alors, il y a plusieurs facteurs qui interviennent, mais un modèle euh, qui est fréquemment utilisé, qui permet d'avoir une bonne conceptualisation de l'insomnie chronique, c'est ce modèle des 3 P qui postule que l'insomnie se développe suite à l'interaction de trois types de facteurs. D'abord, des facteurs prédisposants qui vont faire en sorte que certaines personnes sont davantage prédisposées à faire de l'insomnie que d'autres. Il y a des facteurs biologiques, par exemple le fait d'avoir des personnes qui ont l'insomnie dans la famille, le fait d'être une femme, le fait aussi d'être plus âgé, des facteurs psychologiques, le fait d'avoir peut-être avoir tendance à être davantage anxieux, par exemple, sont des facteurs qui peuvent prédisposer et rendre les personnes plus à risque de faire de l'insomnie. Alors, très souvent, l'insomnie se développe suite à l'apparition d'un facteur précipitant
qui peut être une maladie médicale ou psychiatrique ou un événement de vie. C'est un simple événement de vie qui peut être source d'un stress. Ça peut être, assez classiquement, ça peut être par exemple la naissance d'un premier enfant, ça peut être aussi une perte d'emploi, ça peut être aussi le passage à la retraite. Tout ceci engendre des modifications au niveau de notre vie qui vont faire en sorte qu'on est plus à risque d'avoir des problèmes de sommeil. Et alors, bon, pour chez les personnes qui n'ont pas de, qui ont des facteurs perpétuants, cette insomnie va se perpétuer dans le temps. Ça veut dire que même lorsque ce facteur précipitant disparaît, certaines personnes vont continuer à présenter de l'insomnie, même en l'absence de ces facteurs euh, déclencheurs. Et ces facteurs perpétuants, ça peut être, par exemple, la mise en place de comportements ou de certaines habitudes qui vont faire en sorte que notre capacité à nous endormir va diminuer. Alors, il y a notamment le temps passé au lit de manière excessive, les siestes prolongées, ou même une sorte de conditionnement à développer du stress lorsqu'on est couché dans le lit à cause de la frustration qui est associée. Et ceci va être en fait la cible de la thérapie cognitivo-comportementale dont je vais vous parler prochainement. Alors, quels sont les facteurs en lien avec le vieillissement? Pourquoi est-ce qu'on est plus à risque de faire l'insomnie lorsqu'on vieillit? Donc, je vais parler des facteurs biologiques ou physiologiques, le fait que d'abord notre sommeil est plus fragmenté, il est moins profond, et ceci évidemment nous rend plus à risque, rend notre sommeil plus vulnérable. Le fait aussi que notre horloge circadienne, c'est-à-dire notre capacité à synchroniser notre sommeil avec le jour et la nuit, est aussi altérée. Ceci aussi, évidemment, nous fragilise à avoir davantage de problèmes de sommeil. Et aussi le fait qu'évidemment, avec l'âge, on a tendance à avoir plus de risques d'avoir d'autres maladies. Et ces autres maladies sont aussi plus à risque de nous de perturber notre sommeil, qu'il s'agisse de troubles médicaux, d'autres troubles du sommeil, aussi plus de médications, plus de médicaments qui peuvent perturber le sommeil. À côté de ces facteurs physiologiques, biologiques ou médicaux, il peut y avoir aussi des facteurs plus liés aux habitudes, aux changements de vie qui accompagnent le vieillissement. Le fait d'être à la retraite, je vous ai dit, peut parfois constituer une période de stress ou de changement d'habitude de vie qui vont faire en sorte qu'on va avoir des heures de sommeil, par exemple, moins réguliers, qu'on va être plus à risque d'avoir des problèmes de sommeil. Le fait aussi d'avoir moins d'activités qui sont requises par la retraite, par exemple, et par l'arrêt des activités, vont faire en sorte qu'on va avoir plus tendance à être sédentaire et à faire des siestes prolongées. Et ces siestes prolongées sont à même de diminuer notre pression de sommeil. Et la baisse de régularité dans les activités et les heures de sommeil peut également augmenter le risque d'insomnie. Et la réduction de l'exposition à la lumière, et ça c'est particulièrement le cas lorsqu'on a des personnes âgées qui habitent dans des résidences ou dans des unités de soins prolongés où la lumière est particulièrement faible. Si on a une faible exposition à la lumière durant la journée, ceci peut davantage encore accroître notre vulnérabilité au sommeil, étant donné que notre système circadien est moins actif, moins performant lorsqu'on avance dans l'âge. Alors, comment traiter l'insomnie? Beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sommeil se précipitent vers les somnifères. On sait que les somnifères ont une action qui est aiguë, qui peut être très efficace, c'est-à-dire que ça marche vite, mais on sait aussi que très souvent, ces effets vont s'estomper dans le temps. Ça veut dire que les personnes qui prennent l'insomnie, qui prennent des médicaments pour le sommeil pendant longtemps, vont généralement avoir de l'insomnie qui va réapparaître après un certain temps et vont même parfois devenir dépendants à ces médicaments. Ce qui fait en sorte que les médicaments ne seront plus efficaces, mais qu'il va être très difficile de s'en passer, avec tous les effets secondaires qui sont associés à l'utilisation excessive des somnifères avec le temps, et surtout chez la personne âgée, chez qui les somnifères peuvent entraîner des problèmes de mémoire, peuvent entraîner un risque accru de chute ou un risque accru également de troubles de l'équilibre et d'hospitalisation avec fracture. Donc, c'est important de bien avoir en tête que le premier traitement, le traitement de première ligne pour l'insomnie chronique, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Et qu'est-ce que c'est la thérapie cognitivo-comportementale? Ben, c'est une intervention d'ordre psychologique, mais en fait qui va agir sur les facteurs dont on pense qu'ils perpétuent l'insomnie. Et alors, ces facteurs-là sont notamment des facteurs cognitifs, des croyances, ou des facteurs comportementaux, des habitudes inadéquates qui vont favoriser le maintien de l'insomnie avec le temps.
Alors, c'est une thérapie qui peut être délivrée par un psychologue, mais aussi par tout autre professionnel qui a été formé à cette intervention. Et ça se fait soit en groupe, soit de manière individuelle, au cours de sessions qui sont limitées dans le temps. C'est généralement 5, 6, 7, voire 8 sessions d'une heure qui peuvent être effectuées à 1, 2, 3 semaines d'intervalle. Certains formats de la thérapie cognitivo-comportementale peuvent aussi être effectués dans un nombre plus restreint de sessions. Et donc, c'est un format qui est très flexible. Et actuellement, il y a même des plateformes en ligne qui ont été validées pour présenter cette approche de manière interactive afin que les personnes puissent y accéder par elles-mêmes sans qu'il y ait besoin nécessairement d'un thérapeute. Alors, le graphe à gauche vous présente les différentes composantes de ces thérapies cognitivo-comportementales. En fait, c'est une intervention qui va aborder différents modules, différentes composantes dont on pense qu'elles peuvent aider à briser, à diminuer ces facteurs perpétuants de l'insomnie. Donc, on a en particulier la thérapie cognitive, ce qu'on appelle le contrôle du stimulus, qui est une thérapie comportementale, et la restriction de sommeil, dont je vais discuter. Il y a aussi les techniques de relaxation et l'hygiène de sommeil qui sont importantes à considérer, mais qui à elles seules ne suffisent généralement pas pour obtenir un résultat significatif de l'insomnie. Donc, la thérapie cognitivo-comportementale, que je vais ici abrégée par TCCI, c'est le traitement de première ligne pour l'insomnie chronique, car ça marche, ça a été montré comme marchant dans près de 2 tiers des personnes qui la suivent. Ça veut dire que 2 tiers des personnes qui suivent ce programme sont capables d'améliorer l'insomnie et 40% vont avoir un arrêt total de l'insomnie au terme de l'intervention. C'est quand même important. Ces effets qui se maintiennent dans le temps, davantage que les médicaments. Et l'avantage aussi important, c'est que, évidemment, c'est une thérapie qui est bien tolérée sans les effets indésirables significatifs que les médicaments produisent. Alors, la TCCI a été démontrée efficace aussi bien dans l'insomnie qu'on appelle primaire, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'autres facteurs de santé associés, que dans l'insomnie qui est associée à la dépression, associée à la douleur chronique et même associée au cancer. Des études ont été effectuées dans ces différentes populations qui montrent que cette intervention marche aussi lorsqu'on a une insomnie qui est associée à d'autres problèmes de santé. C'est sûr que lorsqu'il y a des problèmes de mémoire, il est plus difficile d'appliquer cette intervention, mais il est possible néanmoins d'en extraire certaines composantes qui peuvent être prises en compte par le personnel soignant ou par le proche aidant dans les habitudes de sommeil du patient. Alors, généralement, on commence cette thérapie par discuter de l'hygiène de sommeil. Comme je disais, l'hygiène de sommeil, généralement, ne suffit pas à elle seule, mais c'est important car elle permet de cibler, d'identifier des facteurs éventuels qui pourraient, dans les habitudes de vie, qui pourraient perturber le sommeil. Et c'est généralement un point de départ plus aisé pour commencer la thérapie. Donc, il s'agit de bien expliquer aux patients que les horaires de sommeil doivent être réguliers. Ceci, ça permet d'ancrer ces horaires de sommeil avec notre rythme biologique. Les horaires de sommeil irréguliers vont fragiliser le sommeil parce qu'ils vont rendre la tâche difficile au cerveau de se synchroniser avec ce rythme circadien biologique qui est en plus altéré avec l'âge. Important évidemment de ne pas boire de la caféine et des stimulants le soir parce que ceux-ci vont naturellement entraver le sommeil. Alors, il y a notamment le café, mais aussi le thé. Le thé contient la caféine et peut entraver l'endormissement. D'autres boissons excitantes, naturellement, le chocolat chaud par exemple, ou bien des boissons stimulantes plus caféinées encore, doivent être proscrites dans la mesure du possible, en tout cas le soir. Pareillement, l'alcool, en fait, l'alcool, on sait que l'alcool fragmente le sommeil, l'alcool le fragilise, donc c'est important d'éviter l'alcool en soirée, surtout lorsqu'on a des troubles du sommeil. À l'inverse, l'activité physique est recommandée. L'activité physique, qu'il s'agisse même d'une marche de 30 minutes ou 1 heure la journée, est importante parce qu'elle va justement contrer cette sédentarité, donc maintenir un certain niveau de pression de sommeil qui va faciliter le sommeil la nuit. Pareillement, encourager les activités sociales afin de maintenir le cerveau en activité. Repas équilibrés aussi afin de maintenir une certaine routine. Et un environnement de chambre à coucher qui doit être ni trop chaud ni trop froid. On considère qu'une température de 19 degrés Celsius est souvent considérée comme
comme agréable et optimal. Évidemment, un lit et un matelas qui soient confortables. Éviter les siestes. Ça, c'est très important. Éviter les siestes, en particulier les siestes prolongées. S'il y a une sieste, il faudrait que les siestes ne durent pas plus que 20 à 30 minutes et qu'elles soient faites en début d'après-midi. Parce que la sieste, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va briser cette accumulation de pression de sommeil qui s'accumule au cours de la journée et donc diminuer notre propension, notre besoin de nous endormir. Et enfin, maximiser l'exposition lumineuse pendant la journée, c'était très important, et l'obscurité la nuit, afin de maintenir ce gradient, cette différence de luminosité entre le jour et la nuit, et faciliter l'action de notre système circadien pour maintenir ce rythme de sommeil ancré avec le rythme jour et nuit. Donc ça, c'est l'hygiène de sommeil. C'est donc ce qu'on aborde généralement dans une première session. Il est possible aussi, en fonction des patients, de discuter de méthodes de relaxation. Ces méthodes de relaxation ont pour but d'instaurer une routine qui va permettre à la personne euh, de, de se relaxer autant que possible lorsqu'on approche de l'heure du coucher, alors qu'il y a différentes techniques, et ça dépend vraiment des préférences. C'est pas quelque chose qui est indispensable, mais les personnes qui aiment méditer, qui aiment faire du yoga ou qui aiment effectuer des exercices de respiration, de relaxation musculaire progressive, peuvent suivre ces techniques, et ça peut aider dans une certaine mesure. Une composante importante, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitive. La thérapie cognitive, c'est ce qui va vraiment cibler les facteurs cognitifs, les croyances en fait, qui parfois vont venir contrer, les, les, le sommeil. Il s'agit d'abord de croyances erronées par rapport au sommeil. Certaines personnes pensent qu'elles ont besoin absolument des 8 heures de sommeil, et que si on n'a pas assez d'heures de sommeil une nuit, il faut la rattraper le lendemain en faisant une sieste ou en se couchant plus tôt. Et ceci va au contraire aggraver la situation, parce qu'on va diminuer la pression homéostatique, on va augmenter ce stress qui est lié à l'endormissement parce qu'on va rester plus longtemps dans le lit. Certaines personnes vont aussi catastrophiser les conséquences du manque de sommeil et vont de ce fait même restreindre leur activité parce qu'elles pensent ne pas être capables de les faire. Ceci va au contraire engendrer ce cercle vicieux de manque d'activité et de manque de vie sociale qui sont nocifs pour le sommeil. C'est la réaction qu'une mauvaise nuit, par exemple, ou risque de nous rendre incapables de fonctionner la journée et de faire en sorte qu'on ne soit pas capable d'accomplir les activités. Au contraire, il faut les maintenir dans la mesure du possible afin de garder cette pression de sommeil, cette routine. Donc le travail ici du thérapeute va être de corriger les croyances erronées, de décatastrophiser la situation autant que possible. Et cela nécessite un certain travail pour identifier quelles sont les croyances de la personne, quelles sont ses perceptions par rapport aux besoins du sommeil. Alors, ce qu'on appelle le contrôle du stimulus, c'est vraiment la thérapie comportementale, et cette thérapie va cibler les facteurs comportementaux qui vont en fait favoriser cette association entre l'environnement de sommeil et l'hyperactivation psychologique. Et ça consiste en quoi? Ça consiste au fait que vraiment une recommandation que l'on fait, c'est d'aller se coucher uniquement lorsqu'on est somnolent. Et c'est important à différencier entre somnolence et fatigue. Lorsqu'on est fatigué physiquement, on n'est pas nécessairement somnolent. Somnolence, c'est lorsqu'on sent vraiment que les paupières se ferment et qu'on a du mal à rester éveillé. Donc, c'est important d'aller se coucher lorsque l'on devient somnolent. Et aussi, lorsqu'on n'est pas capable de s'endormir après un certain temps, qui est de 20 à 30 minutes, c'est important de sortir du lit afin de faire d'autres occupations, et sortir du lit et de la chambre aussi pour faire des occupations autres qui peuvent être de la lecture, qui peuvent être dans une mesure possible la télévision, mais pas en veillant à ne pas, en contrôlant la luminosité de l'écran pour ne pas qu'il soit trop brillant. Faire des occupations qui vont peu stimulantes, qui vont nous détacher de l'environnement de sommeil et qui vont nous permettre de retrouver cette somnolence qui, lorsqu'elle revient, à ce moment-là, est un signe qu'il faut aller se recoucher. Donc, ce qu'on appelle le contrôle du stimulus, se coucher uniquement lorsqu'on est somnolent et sortir du lit lorsqu'on n'est pas éveillé pendant plus de 20-30 minutes. Très souvent, la tendance naturelle, c'est de rester dans le lit lorsqu'on n'est pas capable de dormir, et de rester dans le lit pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, ce qui est en fait montré comme étant contre-productif. Et dans le même esprit, en fait, il y a ce qu'on appelle la restriction de sommeil. La restriction de sommeil, ça consiste justement
à diminuer notre temps passé au lit afin d'augmenter cette pression de sommeil. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut éviter que la personne reste couchée trop longtemps dans son lit sans dormir. Et pour y arriver, il va falloir essayer de calculer, d'évaluer ce que la personne pense dormir et pense dormir au cours d'une semaine et le temps qu'elle reste dans son lit au cours d'une semaine. Par exemple, cette personne-ci reste une moyenne d'environ 8 heures par nuit dans son lit et en moyenne, elle n'estime dormir que 5 heures et demie par nuit au cours dans son lit. Ce qui veut dire qu'en fait, 2 heures et demie de temps passées par nuit semblent être des heures d'éveil. Donc, ce qui va être la restriction de sommeil, ça va être de prendre cette heure de sommeil moyenne, cette durée de sommeil moyenne, et d'y adjoindre, de l'augmenter par 30 minutes et de dire à la personne, ben, vous n'allez rester dans votre lit au fond que votre temps que vous pensez dormir plus 30 minutes. Donc, dans le cas présent, la personne, on va lui dire de ne pas rester en moyenne 8 heures dans son lit, mais de ne rester que 5 heures et demie plus une demi-heure, c'est-à-dire 6 heures dans son lit. Donc, ça va être vraiment un changement qui peut être difficile à instaurer parce que évidemment, ça va vouloir dire qu'il va falloir généralement reculer l'heure de sommeil, demander à la personne de se coucher plus tard, en maintenant l'heure de lever par contre constante, afin vraiment de rythmer, d'ancrer le sommeil avec le rythme circadien. Donc si cette personne-là se couchait vers 10 heures, donc là, on va lui demander de rester 2 heures de moins dans son lit, et on va lui dire, bah, vous allez vous coucher uniquement à minuit. Donc, ça va être de vraiment limiter le nombre d'heures passées au lit. Et ceci va, risque dans un premier temps de créer une sorte d'état de privation de sommeil où la personne va peut-être encore moins dormir que d'habitude, mais va dormir le temps passé au lit. Il y aura plus de pourcentage de ce temps passé au lit qui va être du temps à dormir. Le principe aussi de cette sorte de privation de sommeil, ça va être de créer cette pression de sommeil qui va vraiment aider à la personne à s'endormir les journées, les nuits suivantes. C'est de rebâtir cette pression de sommeil afin de permettre à la personne de se réendormir au cours de la nuit. Et donc, c'est une des composantes principales de la restriction de la thérapie cognitive comportementale, de limiter le temps passé au lit afin de recréer le besoin de sommeil et de réenclencher le sommeil aux heures de la nuit. Donc ça c'était vraiment ce que je voulais vous dire sur la thérapie cognitivo-comportementale. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ben, il y a plein de composantes et il y a des composantes qu'on peut tous appliquer dans le quotidien et ce n'est pas nécessairement d'aller voir un psychologue. Il y a des habitudes que l'on peut prendre par soi-même et ce sont vraiment des habitudes qui, lorsqu'elles sont suivies, peuvent grandement nous aider à maintenir un sommeil de bonne qualité sans nécessairement avoir recours à des médicaments. Un autre aspect qu'il faut aussi considérer lorsqu'on avance dans l'âge, et surtout chez les personnes justement chez qui l'adaptation des habitudes est plus difficile, c'est la lumière. On sait qu'en fait, très souvent, comme je vous l'ai dit, la lumière, il y en a trop peu la journée. On sait que la luminothérapie, c'est-à-dire l'administration de lumière artificielle à une haute intensité, pourrait aider en fait à corriger certains troubles du sommeil, surtout lorsqu'il y a des décalages de phase, c'est-à-dire des personnes qui ont tendance à s'endormir trop tard et se réveiller trop tard, ou à l'inverse, à s'endormir trop tôt et se réveiller trop tôt. Donc, la luminothérapie peut être envisagée pour corriger ces retards de phase. Il faudra vraiment adapter cette luminothérapie. Donc, ça s'effectue avec des dispositifs qui diffusent la lumière à haute intensité, qui sont disponibles en pharmacie. Et donc, cette luminothérapie devra être administrée de préférence le matin, si on a des difficultés à s'endormir ou si on a un retard de phase, c'est-à-dire que si on a tendance à s'endormir plus tard et se réveiller plus tard. Et le soir, au contraire, si on a des difficultés à rester endormi, c'est-à-dire qu'on se réveille beaucoup pendant la nuit, ou d'avance de phase, c'est-à-dire qu'on a tendance à s'endormir plus tôt et se réveiller plus tôt. Donc, il y a toute une modulation qui peut se faire avec ces luminothérapie pour essayer de réenclencher le rythme normal de sommeil. Donc, ceci clôture ma présentation aujourd'hui. Je vous ai présenté donc le sommeil physiologique, les modifications des fonctions du sommeil, les mécanismes du sommeil, les changements du sommeil avec l'âge, ce qu'était l'insomnie, l'importance de l'insomnie, du fait qu'elle était très fréquente, ses impacts sur la santé, ses mécanismes de développement, et aussi quelques outils
comprendre le traitement de l'insomnie, en particulier cette thérapie cognitivo-comportementale qui reste vraiment le traitement de première ligne de l'insomnie. Donc, si vous voulez en apprendre plus, je vous ai mis vous pouvez regarder les liens qui sont listés sur cette page. Il existe aussi des ressources supplémentaires disponibles sur le site de la Fondation Sommeil, qui est une association de patients présentant des troubles du sommeil, ainsi que sur le site de la Société canadienne de sommeil, où vous pourrez trouver des informations utiles à la fois à destination des patients et des professionnels de santé. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et à bientôt.